Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Leslie 5. Leslie a un parcours non conventionnel et une approche de l'art encore moins orthodoxe, mais c'est ce qui rend son univers si fascinant. Je vous laisse la découvrir et allez consulter le lien en description vers son catalogue. Vous serez surpris des œuvres qu'elle propose, et ça vous permettra de comprendre de quoi elle parle pendant l'interview. Bonne écoute! Bonjour Leslie et bienvenue dans Les Clés de la créativité, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Bonjour Thomas. Bon, je voudrais que tu nous parles de ton parcours et de ce qui t'a amené là où tu en es maintenant en quelques mots avant qu'on rentre dans la partie purement créative. Alors, mon parcours, il est pas très très commun. À la base, j'étais fleuriste. Ensuite, je me suis formée à la métallerie. Et pour finir, j'ai associé tout ça pour créer mon métier, en fait. Voilà, simplement. Alors, tu as commencé fleuriste il y a combien de temps? La métallerie, qu'est-ce qui t'a amené de fleuriste à artisan métallier? Il y a un pas à franchir assez important. Complètement. J'ai commencé en tant que fleuriste. Je suis née en fait dans un magasin de fleurs. Ma mère était fleuriste. Donc j'ai commencé à y travailler avec elle très tôt. J'ai été salariée ensuite avec elle jusqu'à mes 19 ans. Et à mes 19 ans, j'ai racheté sa boutique. Donc j'ai été salariée, enfin j'étais plus salariée, du coup j'étais patron en nom propre à partir de 19 ans pendant 3 ans. Après ces 3 ans-là, j'ai fait d'autres petits jobs. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré le papa de ma fille à ce moment-là, qui était métallier et qui, lui, faisait tout ce qui était ouvrage traditionnel. Et en fait, quand j'ai vu les possibilités qu'il y avait avec la découpe laser, avec les différents assemblages, en fait, j'ai voulu créer une branche complètement déco. Mais pour créer ça, il fallait apprendre la maîtrise, la technique de cette nouvelle matière, en fait, que je connaissais pas, mais qui, en fait, me permettait de prolonger, en fait, mes créations dans des choses beaucoup plus pérennes et beaucoup plus grandes. Parce que j'ai toujours aimé le grand. D'ailleurs, en tant que fleuriste, je faisais des grands décors. Et je me suis dit, mais voilà, mon problème de structure, il va être résolu. Je vais pouvoir créer du grand avec du métal. Et c'est comme ça que c'est venu. Ok, pardon, je comprends beaucoup mieux. Effectivement, on voit dans ton travail beaucoup d'inspiration florale et effectivement, c'est du travail de métal découpé. Alors au début, j'avais compris que tu faisais de la ferronnerie. Tu m'as dit non, je ne soude pas. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la métallerie, la chaudronnerie, la fonderie et tous ces éléments-là autour du travail du métal? Alors, il y a toute une partie effectivement que les gens assimilent à de la ferronnerie, c'est-à-dire qu'on voit le ferronnier avec l'enclume, le marteau. Ok, ça c'est un art qui est ancestral, qui est magnifique, mais moi je n'ai pas cette formation-là. Donc en fait j'ai dû adapter, parce que du coup j'ai eu à peu près 8 ans de formation en continu dans une métallerie traditionnelle, donc où on ne forge pas. C'est-à-dire qu'on achète du métal, de la tôle, du tube, des éléments comme ça qu'on va couper, souder, assembler. Moi, il a fallu que j'adapte et que dans ce temps-là, j'apprenne à travailler le métal, mais d'une manière différente, c'est-à-dire sur des bases 2D, où on ne va pas mettre en forme le métal, si ce n'est par cintrage, par pliage, simplement, avec des machines. Mais la majorité de mon travail, elle est faite par assemblage. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de souder. Il y a certaines de mes pièces que je vais faire souder, assembler. Mais en fait, je vais fabriquer tous les éléments indépendamment. C'est-à-dire, il va y avoir du dessin, il va y avoir de la découpe laser, il va y avoir quelques soudures. Mais la majeure partie de ce que je fais, c'est assembler mécaniquement pour pouvoir être démonté. C'est le but, en fait. Déjà, je comprenais pas. Pour moi, tes œuvres étaient, on va dire, pérennes et installées dans le temps, mais en fait, c'est même démontable. D'accord, il y a une dimension que je maîtrisais pas. Alors c'est vrai,
On voit bien la dimension 2D. On viendra dans la partie de ton travail un peu plus tard. Ce que je voudrais... Donc là, on a bien compris, forge, ferronnerie et métallerie, c'est des métiers différents avec des aspects différents. Et toi, tu utilises les services de soudeur pour assembler certaines pièces. Ok. Maintenant, je voulais comprendre parce que de fleuriste à artisan métallier, donc on a vu, il y a un gros gap, mais tu te sers de ça pour aller faire de la... pour moi, ça ressemble à de la sculpture. Mais comment tu définis ton travail? Alors, c'est super dur pour moi de me définir, de définir ce que fait ma fonction exacte. En fait, je suis même allée voir, honnêtement, hein, les définitions d'artiste et de créatrice. Alors voilà, alors je suis créatrice d'art. Parce qu'en fait, je crée des choses, mais je ne sculpte pas. Disons, pas comme on l'entend. Quand on dit sculptrice, on se voit vraiment avec de l'argile ou avec modeler la matière. La matière, oui, je vais intervenir dessus. Je vais la tordre quelque part, oui, je vais la plier, je peux la cintrer. Je travaille beaucoup l'acide, les acides, donc la matière en elle-même, la texture et la couleur. Mais c'est vraiment, on peut appeler ça de la sculpture, mais je pense que c'est pas vraiment représentatif. C'est de la création, de sculptures, mais par assemblage. Alors, donc en gros, je pense que la démarche dont tu te rapproches, c'est celle d'une artiste plasticienne. C'est quelque chose... Alors évidemment, les arts plastiques, on a l'impression du dessin du lycée, mais il y a plein de choses dans les arts plastiques, et j'ai l'impression que ça se rapproche de ça. Peut-être que quelqu'un de très savant pourra nous dire dans les commentaires de quoi Précisément. et le plus proche. Ok. Ton travail, c'est vrai, alors, je vais appeler ça des sculptures parce que c'est vraiment ce que ça m'évoque. C'est Au parfois final, ça naît. c'est parfois des grands totems. C'est parfois des formes animales en métal ajouré. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le choix des thématiques que tu as dans ton travail? Alors, elles sont très variées et le choix, il y a 2 axes différents. Soit c'est ouvertement le client, parce que c'est ce que j'aime le plus, c'est travailler directement, avec l'inspiration du client et avec ce qu'il veut véhiculer. Donc je pars vraiment en général de l'idée du client. Quand ce sont des créations personnelles, c'est très axé voyage, et développement personnel. C'est pour ça qu'on va souvent retrouver des animaux, parce que ça m'évoque ailleurs. Par exemple, si on prend le lion, voilà, pour moi, voilà, c'est la savane, c'est l'Afrique, entre autres, c'est ailleurs. Pour tout ce qui est végétal, euh, par exemple, il y en a un dont je me suis inspirée du Machu Picchu, pour un tableau, par exemple. Voilà, en général, c'est suite à des envies de voyage que j'essaie de matérialiser ça. Ok. Maintenant, on va rentrer un peu dans la partie un processus créatif et constructif parce que les deux sont mêlés chez toi. La partie créative, j'imagine que c'est tout ce qui est en amont du travail et que peut-être tu en utilises une aussi pendant la partie réalisation d'une œuvre. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple particulier et nous décrire ton processus de A à Z sur une œuvre dont tu es particulièrement fier tant qu'à faire? Oui, on peut parler par exemple de l'œuvre Ayana. Ayana, elle a été, c'est une sculpture, c'est un ange en fait avec des ailes en fleurs. Elle a été conçue pour une maison seigneuriale, donc de retraite. Et en fait, le souhait du client, c'était que cette sculpture soit représentative, en fait, que ce soit une identité visuelle au bâtiment. Donc le processus créatif, il a été simple. Je me suis dit, bon, c'est sur l'entrée d'un bâtiment, d'une maison de retraite, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent là, beaucoup de familles qui viennent là. Il faut représenter en fait cette fin de vie pour moi et le début de la suivante. Donc le but, c'était de créer un ange qui pourrait s'envoler, mais de véhiculer aussi l'avant et l'après. Donc il y a un proverbe en général, il y a toujours un proverbe ou un poème qui est assimilé à mes créations. Et là, c'était la vie est comme une fleur, elle a besoin de soleil et de pluie pour s'épanouir.
Et la démarche, c'est vraiment de dire que voilà, dans la vie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, elle a été faite de plein de choses, mais qu'au final, il y avait besoin de tout ça pour en arriver là et pour pouvoir s'envoler vers plus haut. Et l'inspiration, elle est entre autres venue de mes grands-mères, parce que c'est comme ça que moi, j'aurais voulu les voir, les imaginer partir. Ok. Donc ça, c'est la genèse. Tu as voulu créer un ange. Maintenant, une fois que tu as réfléchi à ça, que tu as trouvé le poème, qui sont on va dire, l'équivalent de ton mood board, de la partie sur laquelle tu t'inspires pour créer, comment tu procèdes ensuite? Alors ensuite, je me laisse 1 ou 2 jours, parce que c'est la nuit que ça se passe chez moi. Ça, j'ai pu le constater en effet. Alors pour info, pour les auditeurs, nos premiers échanges avec Leslie ont été aux alentours de 23h à minuit au téléphone. Et du coup, voilà, tous les deux, on a tendance à peu dormir et on a pu se parler comme ça. Voilà pourquoi on rigole autour de ça. Exactement. Donc il me faut effectivement 1 nuit ou 2 où, soit je la passe réveillée, hein, ou une bonne partie à gribouiller, soit je le rêve. Alors je sais que ça peut paraître un peu perché, hein, quand je dis ça, mais il y a énormément de mes créations qui sont issues de rêves. Et je ne rêve pas seulement le concept, je rêve tout. C'est-à-dire que dans mon rêve, je vois tout le déroulé de la fabrication, de l'assemblage, de la couleur. Tout y est, ce qui fait que quand je me lève le matin, je n'ai qu'à, à la limite, mettre en pratique, presque. Voilà, ça se passe comme ça. Tu as cristallisé tout le process de création pendant le sommeil et tu te lèves avec juste l'envie d'y aller en fait. C'est ça, j'ai plus qu'à tout mettre en dessin 2D d'abord, tout mettre à plat, parce que vu que la majeure partie va être découpée au laser, il faut d'abord que je le dessine et que je le conçoive en 2D. Ensuite, je vais l'assembler en 3D pour vérifier que tout est raccord et que c'est faisable. Parce que forcément, suite à un rêve, il y a des choses qui sont aussi un peu perchées, qui sont aussi perchées que mes rêves et qui doivent être revues et qui ne tiendront pas debout, hein. Ça peut arriver, l'histoire, hein. Donc, on recalcule, voilà. On recalcule quand même tout ce qu'il y a à calculer. Et une fois que ça, c'est fait, OK, on peut y aller. D'accord, donc tu vas choisir tes plaques de métal, tu vas les installer sur la découpeuse laser. Après ton dessin, tu rentres le dessin dans la machine, c'est découpé. Une fois que tu en es là, il y a encore du boulot, on n'a pas fini. Ah oui, ah oui. C'est là que le plus gros du travail commence, en vrai. C'est là que il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, ça va être à la demande du client, ça va être quelque chose qui doit être vraiment pérenne dans le temps en termes de matière. Donc, soit on va partir sur un thermolacage, une peinture époxy. Donc là, ça va partir en peinture. Soit on est sur une pièce qui va être brute. Et là, sur lequel je vais pouvoir travailler le rendu. Donc, par du meulage, par des acides, par des patines, par de la peinture main, ça dépend. C'est là, voilà, qu'on va pouvoir s'éclater et travailler directement sur de la torsion, du pliage, s'il y a besoin, pouvoir mettre tout ça en forme et lui donner une identité, en fait. Ok, donc là, j'entends bien à travers ce que tu dis et plusieurs fois que la manière dont tu travailles, c'est un process qui part d'une imagination pour arriver à un produit concret, réel, qui correspond à une commande. C'est assez difficile pour les artistes d'obtenir des travaux de commande. Quelle a été ta démarche pour mettre en place suffisamment de travail et être accepté pour qu'on puisse te commander quelque chose? Alors au départ, quand j'ai commencé à l'époque à travailler avec mon conjoint, je travaillais à l'intérieur de la métallerie Campois à Saint-Jean-de-Bédas, qui était une très grosse métallerie qui existait depuis 1998 et qui, eux, travaillaient uniquement avec des promoteurs immobiliers. Eux faisaient vraiment tout ce qui était serrurerie, métallerie. Et c'est comme ça que tout doucement, je me suis fait connaître en fait par le biais de Campois pour ce qui était les œuvres d'art. Tout doucement, en fait, on est venu au tout début me trouver en me disant voilà, on a eu votre fly, on a vu ce que vous pouviez faire. Est-ce que vous pourriez créer une œuvre d'art pour nous? Et puis ça a démarré comme ça.
Je connaissais pas du tout au début. Et puis, je me suis dit, mais exactement, c'est ça que je veux faire. C'est génial. C'est comme ça que je vais détourner le côté vraiment métallerie déco pour les particuliers et que je vais pouvoir m'exprimer en grand. C'est parti de là. Et puis petit à petit, un promoteur, 2 promoteurs, 3 promoteurs. Et puis on est reconsulté une deuxième fois, une troisième fois. On se rend compte que le sur-mesure et l'œuvre d'art, c'est waouh, c'est génial à réaliser. Et j'aime tellement fabriquer pour quelqu'un que pour moi, ça, c'est le top. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va continuer, surtout ça va évoluer comme ça, parce que j'ai vraiment envie de ne faire que ça. Alors ça, c'est super, ça m'amène une autre question. Il y a quelqu'un dont tu rêverais qu'il te passe commande? Ouais, D'Isabeau. L'artiste d'Isabeau, j'adorerais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je rêverais de créer quelque chose pour elle, qu'elle puisse modifier en fait. Ça nous amènerait une collaboration qui serait juste, je pense, fantastique. Le message va passer. Alors pour l'instant, ma voix est petite, mais j'espère qu'un jour ma voix sera grande. Et si quelqu'un connaît cet artiste, que je t'avoue je ne connais pas du tout, et j'irai voir sur ta page si tu la suis pour en apprendre un peu plus. Mais oui, le message va passer pour qu'on puisse échanger et voir de quelle manière éventuellement vous pourriez travailler. Ça peut être super intéressant. Après, je te parle d'elle, mais il y en a là c'est parce que c'est voilà elle disons que là dans l'immédiat j'ai flashé sur elle, mais il y a des designers aussi qui sont fantastiques. Il y a voilà, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais c'est vrai que je suis particulièrement attirée par des collaborations en fait avec des artistes, vraiment. Oui, je le conçois très bien et la manière dont je vois ce que tu fais. D'ailleurs, je voudrais que tu me laisses la possibilité, pendant que le podcast sera diffusé, de laisser un lien et peut-être de copier quelques images de ton site pour les mettre dans le podcast lui-même. Parce qu'on peut faire ça quand les gens écoutent, les œuvres montent. Et au moment où je parle de quelque chose, bien où tu parles d'une de tes œuvres par exemple, on a la possibilité de la présenter. Oui, ok, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une œuvre dont tu es particulièrement fier, une réalisation récente ou passée, qui a eu un écho particulier ou qui pour toi représente quelque chose de très fort et que tu as été très contente de réaliser? Évolution, l'arbre en acier évolution pour Vinci. Ouais, je pense que celui-là, c'est le plus grand jusqu'à présent. Et c'était un vrai challenge. C'était vraiment c'était une épreuve aussi, parce que faire aussi grand, c'était pas évident. Mais ouais, celui-là particulièrement. Et en fait, il a une fois fini, une fois assemblé sur place, il était exactement comme dans mon rêve. Waouh, ça c'est intéressant. Parce que c'est une des questions sur lesquelles j'allais venir après et tu me fournis une transition toute trouvée. Quand c'est quelque chose dont tu rêves, que le rêve se cristallise lorsque tu travailles et que tu termines, cette adéquation entre ton rêve et la réalité, des fois on se confronte justement à la réalité. Là, ça a marché. J'imagine qu'il y a d'autres fois où c'est pas exactement ça. Ah oui, d'ailleurs, mais celui-là, j'ai eu des gros soucis techniques. Il a fallu que je retourne sur chantier, il a fallu qu'on rétablisse quelques défauts. Ça s'est pas fait du premier coup. Mais au final, c'est fait. Voilà, au final, c'est ce que je voulais. Mais effectivement, il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes. Et alors a priori, que j'étais la seule à voir. Mais voilà. Ça, de toute façon, c'est le propre de tous les artistes. C'est ce côté perfectionniste où tu te dis, ah oui, mais non, mais le petit bout là, ce petit point là qui va pas, ça va pas, ça tue tout. C'est 0 ou 1, mais entre les deux, il n'y a pas de nuance. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Et il faut absolument que ça passe. Et des fois, le truc qui te pose un petit problème, tu vas y toucher et tout se pète la gueule. Exactement. Et là, je vais encore passer 3 nuits à me dire comment j'aurais pu éviter ça. Comment je règle ça, oui, effectivement. Bon, très bien.
Au niveau de l'inspiration entre l'animal et le végétal, parce que c'est une grosse partie de ton travail, Ouais. comment tu nourris cette partie créative? Comment tu nourris cette inspiration? Mes enfants, je crois. Je crois C'est assez ouais. curieux comme réponse. Explique-moi Ouais. bien. Ouais, ça vient de là. Ça vient pas que de là, ça vient aussi de mon passif de fleuriste, de tout ce côté créatif. J'ai une maman et une sœur qui sont très artistes toutes les deux. Et je crois que depuis l'enfance, c'est nourri cet amour de la nature, des animaux. Et puis c'est vrai que je le répercute beaucoup sur mes enfants. Quand on a n'importe quoi à faire, du coloriage, de la sculpture, on travaille ça constamment. Et on se renseigne beaucoup sur les proportions, sur la vie des animaux, sur où ils vivent. Donc du coup, ça amène toujours à tout ce côté nature et animal, en fait, tout simplement. D'accord. Tu pourras prendre le temps d'écouter pas le prochain podcast, mais celui d'après sur Hélène Prévraud, qui est une artiste et dessinatrice animalière. Je pense que tu pourras trouver Ah ouais. matière à te nourrir dans ce qu'elle fait. C'est plutôt, en plus c'est une copine, mais c'est extrêmement intéressant. Super, merci. Ok, donc ah oui, une question qui revient alors parce que du coup, tu as un process particulier, mais est-ce que tu as des rituels ou des habitudes particulières quand tu démarres une œuvre? Ça, c'est une question que j'ai pas l'habitude de poser, mais que je trouve intéressante parce que certains créatifs, voilà, ne peuvent pas se mettre au boulot sans une certaine mise en place, mise en scène. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as des petits rituels comme ça ou des habitudes? Non. Non, honnêtement, l'inspiration, elle vient quand elle vient, et non, ça m'est même arrivé de faire des croquis dans la voiture au dos d'un ticket d'essence, quoi. Non, j'ai pas de rituel, créatif. Non, c'est une réponse valable, hein. Je me disais: «Waouh, question super intéressante» et puis finalement ça tombe à mais c'est pas grave. En vérité, il y a des gens qui en ont, tu n'en as pas et puis c'est tout. OK, je vais passer à autre chose. Non, bah oui, mais non, au contraire, je savais que ce serait freestyle et du coup, bah, s'il y a une question qui tombe à plat, elle tombe à plat, c'est tout, c'est comme ça. C'est Ça va, je pose pas non plus de questions particulièrement, intimes, mais En même temps, je vais pas te vendre un rêve, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. exactement et voilà. Non, non, par contre là, je pense qu'on a un joli short, à mettre sur TikTok avec ça. OK. Est-ce que alors ton travail pour moi, il est surtout, comment dire? C'est des sculptures, ça ne bouge pas beaucoup, mais on a l'impression qu'il y a une notion de mouvement dans l'ensemble général. C'est une volonté de ta part d'avoir cette particularité qui rend l'immobile presque mobile? Tu fais pas des mobiles comme Calder ou des gens comme ça. Tes sculptures sont relativement, stables, mais il y a toujours cette notion de, je sais pas comment expliquer ça. On a vraiment l'impression que ça va se mettre à bouger, ou que c'est pas Alors stable mais que ça tu vois ce que je veux dire? alors ça a été un gros frein pour moi au début, justement. Parce que de passer, de la fleur, qui est un élément mouvant, à l'acier, qui est un élément tellement statique, au début, j'avais beaucoup de mal et il y a beaucoup de choses que j'ai faites qui, effectivement, ennuyeuses au possible, mais vraiment. Et à chaque fois que je crée quelque chose, je me demande comment, en lui donnant du relief, en lui donnant un mouvement par le dessin, je vais arriver à casser ce côté, justement, que tout le monde voit. L'acier, c'est lourd, c'est dur, c'est planté là et ça bouge pas. Et effectivement, c'est une vraie volonté de casser justement ce côté statique de l'acier en y ajoutant des éléments ou des mouvements où effectivement on a l'impression que ça va bouger. Cela dit, j'ai créé des projets qui sont comme des sculptures qui sont pivotantes même, qui malheureusement n'ont pas encore vu le jour, hein. C'est resté à l'état de projet. Mais j'espère pouvoir créer des sculptures qui peuvent bouger à terme, vraiment. Interactive en fait. Voilà. Alors là, ça m'amène à une autre question que j'avais pas prévue. Est-ce que tu réalises des projets pour l'art? C'est-à-dire, pour toi, qui sont pas destinés à être installés quelque part? Et si oui, quel est le genre de projet que tu fais? Est-ce qu'ils sont aussi monumentaux ou encore une question qui tombe à plat?
Alors, ils ne sont pas monumentaux, mais j'en crée, oui. J'en ai d'ailleurs une là, sur, mon bureau, juste à côté de moi, qui me regarde, en travers, depuis quelques mois et qui me dit: «Il faudrait vraiment que tu me termines, vraiment». Bon, non, j'en ai. J J'en ai comme ça, j'en ai quelques-unes, dans mon garage aussi. Mais c'est vrai que, je crée peu pour moi dans l'ensemble. J'en fais peut-être une ou 2 par an, qui sont pas du tout destinées à la vente, qui sont vraiment des exutoires. Celle-ci, ça fait 2 ans quand même au total qu'elle attend, ou elle a évolué un petit peu entre-temps, mais ça fait 2 ans qu'elle m'attend et que de temps en temps, j'y mets un petit coup de pinceau et puis on verra par la suite. Voilà. Oui, mais en même temps, les choses que tu fais pour toi, alors c'est le vrai truc qui rend ça difficile, et c'est un peu là-dessus que je voulais aller, c'est qu'en fait, quand tu crées sur commande, tu es obligé d'aller au bout, tu es obligé de terminer. Et du coup, tu te donnes plus de temps de réflexion sur les œuvres qui sont tiennes et tu es pris par plein d'autres choses. Donc, aller C'est ça. terminer quelque chose pour toi, quand tu travailles hors commande, c'est plus facile de terminer quelque chose que tu vas te destiner à vendre, parce que c'est avec ça que tu manges. Quand toi, tu manges par ton travail, par la qualité des œuvres que tu fournis, alors, il faudrait que je tourne ça autrement, parce que ça voudrait dire ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur art ne fournissent pas des œuvres de qualité. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu travailles sur commande, on attend de toi un niveau particulier. On attend de toi une finition particulière. On t'a passé commande, tu dois remplir la commande et tu vas être payé pour cette commande. Le fait de travailler pour toi à côté, ça devient anecdotique parce que tu fais plein de choses. Quand tu cherches à vivre d'une sculpture, d'un tableau ou de quelque chose comme ça, mais que tu n'as pas de travail de commande, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Du coup, je reviens sur une question. Euh, ce que tu fais, est-ce que tu organises aussi des expositions de pièces, ou est-ce que c'est uniquement un travail qui va être destiné à être déposé et qui est acheté et qui ne quittera pas l'endroit où il est parti? Alors jusqu'à présent, effectivement, ce n'était, que de la commande et les rares fois où j'ai exposé, ça a été, oui, en foire exposition, mais plus, pour le côté aménagement décoratif du particulier que pour le professionnel. Donc jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, ça doit pas bouger de là où c'est. Ça a été acheté par un promoteur, c'est dans un bâtiment, c'est accessible au public, terminé, ça bouge plus. Mais j'aimerais beaucoup, d'où justement mon envie de collaborer avec d'autres artistes. J'aimerais beaucoup, créer de l'exposition, de ce que je crée ou de ce que je pourrais créer avec d'autres artistes pour, effectivement les vendre et montrer un peu plus ce que je peux faire, idéalement. À mon avis, c'est un truc très intéressant. Et effectivement, du coup, ça mettrait aussi en place une interactivité que tu recherches, parce qu'on sent que dans ce que tu fais, il y a un besoin que l'œuvre ne soit pas juste vue. Elle est visible de façon claire suivant certains angles, du fait de la 2D et de la mise en relief, mais à d'autres angles, elle prend un autre visage, et ça donne envie d'aller mettre la main dessus. C'est une volonté aussi de ta part, c'est une partie que tu choisis de faire? Ah tout à fait, ouvertement. Je veux que les gens puissent toucher, puissent s'approcher, puissent se dire: «Ah mais c'est fait en quoi?» parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais c'est du bois». Non, non, je voudrais vraiment, vraiment rentrer dans cette démarche où c'est quelque part collaboratif, même si c'est pas avec un artiste. Il faut que les gens aussi puissent participer et puissent s'identifier. C'est pour ça qu'il y a très souvent un poème ou un proverbe, parce que je veux que ça parle. Je veux que ça aille plus loin que l'aspect physique. Le physique, c'est juste un moyen de véhiculer un message, en fait. Et ce proverbe, il est affiché en pied de sculpture, il est écrit dessus, est-ce il fonctionne Ou- comment? Oui, alors sur les opérations, un immeuble, une œuvre, effectivement, il y a le cartouche au pied de la sculpture avec la phrase et le nom de l'œuvre. Mais effectivement, ben, c'est marrant que tu en parles. Je suis en train d'en créer une où effectivement le proverbe est découpé directement dans le métal. J'ai eu le nez creux sur le... Hein? Ouais, je trouve aussi, hein, t'es intuitif, hein? Ah ouais, j'essaye, j'interviewe des artistes et j'interviewe que des gens que j'aime bien. Donc si je suis allé regarder ce que tu fais, je me pose des questions et j'imaginais qu'il était possible de faire ça, de glisser des messages
dans l'ensemble dans l'ensemble du métal, parce qu'en découpant du métal, on doit pouvoir avoir ce genre de choses. Un truc que je trouverais très intéressant par rapport à ce que tu fais, c'est ce genre de sculptures, tu sais, qui ont suivant l'angle de vue, tu as une définition particulière. Tu peux par exemple avoir une tête de quelque chose, un chat, une Ouais. panthère, un truc. Et quand tu tournes, ça se déstructure complètement et tu ne vois plus que des ensembles de plaques. T'as- Ce genre de choses, moi j'adore voir ça. C'est une espèce d'anamorphose en sculpture. J'adore voir ce genre de choses parce que je trouve qu'il faut une imagination folle pour aller faire ce genre de truc. Et je t'imagine bien avec effectivement ce genre de choses et des messages subliminaux. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a ben, la toute première que j'ai faite, la toute première, qui s'appelle Adagio. Elle est à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Là, effectivement, j'ai découpé tout le proverbe en positif, en 2D, sur l'avant de l'œuvre. Et c'est vrai que j'ai volontairement accolé tous les mots, les uns aux autres, pour que les gens soient obligés de prendre le temps de décortiquer mot après mot pour comprendre le proverbe, qui est un proverbe amérindien que je trouve magnifique. Et si tu as l'occasion, c'est Adagio, c'est le proverbe sur le loup, sur les deux loups. Ouais, il faut je prendre le... connais les deux loups. C'est un des deux. Je vais pas le dire. Je vais peut-être je le mettrai mettre directement en lien ou un lien vers ton œuvre. Je connais le proverbe des deux loups. Voilà, et en fait, c'est une fresque, hein. Ça fait tout le mur d'entrée. Et en fait, c'est sur les proverbes amérindiens avec le calendrier maya. Et tout était porté sur ce thème-là. Encore une envie de voyage. Ouais, on comprend effectivement. Ça donne envie. On a souvent un rêve américain. Et il y a pas mal de choses dont on peut s'inspirer effectivement. Ok, donc on a parlé de la dimension interactive. Alors oui, il y a un truc qui m'intéresse aussi. Quand on réalise des sculptures comme ça et qu'on va les installer, il arrive que le public réagisse d'une façon particulière à laquelle on ne s'était pas attendu. Est-ce que tu as des exemples de cet ordre-là? Alors, au niveau de la sculpture en elle-même ou du tableau en lui-même, j'ai pas eu de réaction inattendue. Mais par contre, oui, celle qui l'est le plus, c'est la vision de l'artiste qui va pas avec la sculpture. Ouais, explique-moi ça. C'est le côté où est l'artiste et puis ben, ça tend un grand barbu, quoi. Ah, je vois. Ah, le Voilà. décalage entre effectivement une jeune femme blonde et une sculpture monumentale qui a l'air d'avoir été faite par un ours dans une caverne. C'est ça que... Voilà, c'est ça. Le concept Barbie, c'est de la métallerie. Parfois, C'est quoi? Celle-là, je vais la garder en titre. C'est quoi ça? C'est le titre d'épisode. Ça va être Barbie fait de la métallerie. Vendu, je le garde. Et c'est un truc qui m'a vraiment porté préjudice au niveau de mon développement, au niveau du syndrome de l'imposteur, au niveau de tout ce qu'on veut. Je l'ai beaucoup souffert, ça. Ça a été très compliqué au début d'être dans ce milieu-là en tant que femme. Et surtout en tant que femme qui n'avait pas de maîtrise. Parce qu'il y a 8 ans en arrière, le métal et moi, ça faisait 10. Et c'est vrai que rentrer dans ce milieu-là et dire, ben moi je vais le faire, je vais apprendre, je vais y arriver, et me retrouver au milieu de soudeurs qui étaient tous, mais en plus ultra bienveillants, vraiment des amours. J'ai eu la chance d'être dans une société familiale et ils ont tous compris que tout ce que je voulais c'était apprendre. Et du coup, voilà, ils m'ont beaucoup surprotégée au début et puis ils se sont rendus compte que j'étais capable. Et moi je m'en suis rendu compte aussi. Mais c'est pas toujours facile effectivement voilà, d'aller au-devant de cette image de la métallerie, c'est fait pour les mecs ou pour les nanas très masculines, parce que du coup, c'est pas mon cas du tout. Alors, c'est ce que tu dis là, c'est une thématique qui... Alors, il faut que j'explique ça clairement, mais sur les 18 épisodes ou presque 20 maintenant que je vais faire, je crois que là, j'ai interviewé 2 hommes et j'en interviewe un 3e dans quelques jours, mais j'interviewe énormément de femmes et cette question du genre revient régulièrement. Le côté
Alors, être artiste pour une femme, ça a plein d'éléments qui sont complexes à gérer, en dehors de la vie de famille, de ce qu'on appelle la charge mentale, plus la capacité à aller trouver le temps de faire de la création. C'est des choses qui sont pas forcément simples à mettre en place. C'est même un peu un understatement, ce que je dis là. C'est vraiment pas simple. Et à côté de ça, le fait en plus de pratiquer un métier à connotation masculine te donne l'impression que ça va être difficile, alors que tu t'es aperçu qu'en réalité, les gars étaient super bienveillants. Et souvent, la bienveillance est dans l'atelier avec les gens qui pratiquent. Alors que dans les bureaux, c'est beaucoup moins clair. Est-ce que tu as eu ce problème-là? Alors moi, c'est pas dans les bureaux parce qu'encore une fois, c'était une entreprise familiale. Donc, c'était pas dans les bureaux le problème, c'était vraiment au niveau du client. Ah oui, ça se peut, surtout dans le sud de la France, je suis d'accord. Voilà, et je me souviens au tout début où là, pour le coup, je ne faisais que du dessin et de la conception au tout début de portails, de portillons, de brise-vue. C'était vraiment très axé métallerie traditionnelle. Et là, j'ai le souvenir, sur un stand de Foire Expo, un monsieur d'une soixantaine d'années qui vient me voir et qui me dit: «Oui, voilà, alors vous voyez, mon portail pour placer le moteur», et là, il s'arrête net et il me dit: «Ah non, mais vous pouvez pas savoir, vous êtes que la commerciale». Mmh. Oui, évidemment, une jolie plante blonde sur un stand de Foire Expo, tu ne peux que être commercial. Voilà, et c'est vrai que je ne m'attribuais même pas mon travail à ce moment-là. Quoi que je fasse, je disais pas que c'était moi qui l'avais fait. C'est affreux. Tu signes avec un L et un C et c'est tout. Ah, je signais même pas. Les 3/4 de mes créations, sur 4-5 ans ne sont même pas signées. Ouais, bon, je reconnais que c'est quelque chose qui est pas forcément simple à appréhender et à garder en tête, comme quoi on est légitime parce qu'on fait quelque chose pour lequel on n'a pas forcément eu de bagage académique, mais c'est C'est ça. très français ça. Ouais. Et au fond, je suis très content que tu aies été capable de t'en sortir et de t'en libérer, parce que là-dessus, on a un vrai problème. On a du mal à admettre que quelqu'un qui n'a pas la bonne croix dans la bonne case peut faire la chose qui ne correspond pas à cette croix et pas à cette case. Mmh. C'est compliqué, mais les lignes bougent. Et comme tu dis, il y a 8 ans, c'était pas possible. Mais il faut une dizaine d'années pour devenir un artiste accompli. T'es pas loin du compte. T'as la chance d'avoir en plus du travail de commande. À mon avis, il y a encore des choses à sortir et t'en as encore sous le coude. On n'est pas au bout. On va avoir des choses très intéressantes de ta part. J'espère. Ah, j'en suis sûr. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu as des projets d'avenir? Alors, est-ce que tu as déjà mis en place, par exemple, des collaborations avec des artistes? Tu es en recherche? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et puis, est-ce que tu prépares des choses? Oui. Oui. Alors d'abord, j'ai commencé des collaborations, il y a quoi? Il y a quelques mois avec, des décoratrices. D'accord. C'est génial parce qu'on est hyper complémentaires et en fait, on a mis en place, un concept qui consiste à prendre, un bâtiment, par exemple, un projet, chantier qui va commencer ou qui est déjà passé, ça peut même arriver, sur lequel on flash. Oui, le design est fabuleux et là, en fait, à toutes les 2, on imagine le concept, déco et œuvres d'art associées à ce projet. Donc passé ou à venir, et c'est un moyen en fait de laisser parler notre créativité, de se dire voilà, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner, on montre ce qu'on peut faire, on s'éclate sur un projet et peut-être qui sait, ça montrera nos capacités et ça nous fera décrocher des contrats. Donc il y a ce côté-là avec les décoratrices et ensuite il y a des collaborations avec des artistes là qui se préparent. Donc je ne sais pas si je dois les citer ou pas pour l'instant. Je pense qu'on va attendre, on ne sait jamais. Attends un petit peu, si jamais ça tombait à plat, ce serait dommage. Voilà, effectivement. Bon, il y en a certaines qui sont très bien engagées. Pour d'autres, bon, il y a des hauts et des bas. On verra si ça évolue ou pas. Mais c'est vrai qu'à terme, oui, je voudrais vraiment faire des collabs avec des artistes mais travailler vraiment à 2, à 3 sur une seule et même pièce. Je trouve que vraiment ça donne une dimension à la pièce qu'on ne peut pas obtenir seul.
Je suis entièrement d'accord et la manière dont tu travailles est déjà très définie et avoir l'apport de quelqu'un d'extérieur qui va avoir une vision, qui va avoir un pas de côté par rapport à ce que tu fais ou comme tu es connu pour ce travail-là, en fait, c'est ça qu'on attend de toi. Et avoir un pas de côté qui va te permettre de dire ah oui mais moi je pensais ça comme ça, elle pense ça ou lui il pense ça comme ça. Donc on va aller dans ce sens-là parce que la dimension me paraît intéressante. Puis toi tu as la maîtrise du truc donc tu vas avoir toutes les contraintes techniques que quelqu'un qui ne connaît pas va pas avoir. Et du coup le mélange des deux peut arriver à quelque chose de plus que la somme des deux parties. Donc oui je trouve ça très intéressant comme engagement. C'est ça, exactement. Après, attention, les contraintes techniques, je ne suis pas bureau d'études non plus. Donc, je fais avec ce que je sais. Après, j'aime m'entourer d'architectes, j'aime m'entourer de gens qui sont encore plus calés que moi dans le domaine pour pouvoir créer, effectivement, si besoin, du plus grand, du plus gros. Les archis sont de vrais artistes aussi, malgré ce qu'on peut croire ou penser. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. On a tendance à les voir vraiment comme des dessinateurs de plans, alors qu'un architecte est d'abord artiste. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui. Il y a, on va dire, jusque dans les années 70-80, les architectes étaient de vrais artistes au sens où ils concevaient leurs bâtiments comme des œuvres d'art et comme quelque chose qu'ils allaient laisser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conceptions de bâtiments qui sont beaucoup moins artistiques dans la mesure où c'est un produit fini qui est livré et qui doit correspondre à un cahier des charges extrêmement précis et il y a peu de place à la créativité. Il y en a toujours et il y en a particulièrement dans les projets de maisons individuelles. Et aujourd'hui, la vraie place de la liberté artistique, elle est plus chez les archi-intérieurs et les décorateurs, à mon sens, que chez les architectes. Alors évidemment, tu as toujours des projets monumentaux sur concours, Ah ouais. où là tu as de la place à la créativité, mais le concours et le projet réalisé se confrontent à une réalité budgétaire. Et la différence entre un artiste et quelqu'un qui fait des choses, c'est un budget. Et le respect du budget fait que les idées artistiques du projet de concours, bien souvent, sont mangées par la réalité budgétaire. Alors, effectivement, je vois ce que tu veux me dire. Maintenant, effectivement, sur des projets monumentaux, j'en ai vu quelques-uns sortir. Là, récemment, qui sont mes fabuleux. Et si l'archi n'était pas artiste, il n'aurait jamais pu nous sortir ça. On est Alors après, voilà. Après, je comprends ta notion de budget. Cela dit, tu vois, pour moi, elle ne s'applique pas. Majoritairement, majoritairement, pour moi, en tant qu'artiste, le frein budgétaire, je ne travaille quasiment qu'avec. C'est-à-dire que moi, le client, surtout le promoteur immobilier, en général, quand il arrive, il me donne son budget. C'est normal. Sauf que quand tu fais un concours d'archi, le budget, tu l'as pas. On te dit, éclate-toi sur ta feuille, balance-moi ça, fais-moi rêver. Et c'est ça la différence. C'est vas-y, fais-moi rêver, parce que le papier, ça coûte. Bon, après, réaliser un projet de concours, honnêtement, c'est beaucoup de boulot. Souvent, c'est des équipes d'archi ou c'est un archi plus sa team qui va aller réaliser le projet de concours. Donc, ils se sont éclatés pendant 9 mois. Ils ont fait des nuits entières à bosser. Ils ont fait bosser des rendeurs 3D. Ils ont fait bosser des gens qui vont préparer les animations. T'as plein de choses qui vont être prêtes pour le rendu de concours. Le rendu de concours, c'est magnifique. Et tous les archis qui font des rendus de concours ont un boulot, enfin 99% font vraiment un boulot incroyable, avec plein d'intentions et plein de volonté. Et au final, tu apprends que le projet pour lequel tu as eu le budget de concours et pour lequel peut-être même tu as gagné, tu vas tronçonner 30 à 40% des idées parce que les matériaux que tu veux utiliser sont chers. Bah, évidemment, tu vas aller chercher plein de choses où c'est innovant, où tu as une vraie volonté, etc. Et au final, sincèrement, c'est très dur d'en sortir quelque chose. Alors, encore une fois, c'est pas tout le monde, mais les projets avec des budgets émiratis, il y en a pas beaucoup. Or, le concours, en général, on te laisse carte blanche. Ah, je croyais, moi, qu'on vous donnait quand même le prix au niveau de l'appel d'offres, quand même. Alors, quand c'est un appel d'offres, c'est pas un concours. Quand c'est un appel d'offres, tu sais.
Quand c'est un appel d'offres, on te dit voilà, vous allez être sollicité pour tel projet, votre budget c'est tant. Mais un projet de concours, c'est pas la même chose. Ah, ok. Je croyais que ça fonctionnait pareil, moi, les concours et les appels Non, d'offres. pas vraiment. En réalité, ça m'amène à une autre question que j'aime bien poser, mais que je pose pas assez. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de travailler gratuitement contre de la visibilité? Alors, oui, une fois. Oui, c'était un mécénat. C'était pour un architecte parisien d'ailleurs. C'était pour le Festival des architectures vives à Montpellier, où effectivement, où je n'ai facturé que la matière première. Donc, Donc là, on voilà. n'est pas du tout dans la question que je posais, c'est-à-dire pour te proposer de faire grandir ton image, on te propose de travailler gratuitement, comme ça, l'image qu'on va renvoyer de toi te paye. C'est ça que je disais, parce que là, tu as réussi quand même à te faire payer la matière première. Ben oui, faire vraiment au prix d'achat. C'est-à-dire qu'après, tout le reste, c'était le but. Eux, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Au niveau du festival, de parler de moi et de m'inscrire en fait sur les plaquettes et tout, comme quoi c'était moi qui l'avais fait. Mais effectivement, tout. Ouais, voilà. Pour moi, c'était ça, travailler gratuitement. D'accord, ouais, ça revient effectivement à travailler gratuitement dans la mesure où ton temps, le temps que tu passes n'est pas payé. J'ai lu récemment un truc qui m'a beaucoup plu, qui dit que quand on achète une œuvre d'art, on n'achète pas un produit, on achète 10 ans d'échecs, 10 ans d'essais, 10 ans de tentatives pour arriver à ce que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je pense que c'est effectivement un proverbe que j'ai posté plusieurs fois sur mes comptes. Je... Eh ouais. Ouais, ouais. Si, c'est même au-delà de ça. Quand on achète une œuvre, effectivement, je pense que les gens n'ont pas notion de ce qu'il y a derrière. Euh, la persévérance qu'il y a, les déceptions qu'il y a, les multiples essais, échecs qu'il peut y avoir, ils sont énormes. Et effectivement, oui, je ne pensais pas qu'il fallait 10 ans, mais je me rends compte aujourd'hui qu'il en a déjà fallu 8. Je suis assez d'accord, oui, avec ce proverbe. Ok. Moi aussi. En fait, l'objectif du podcast est là pour moi, hein. C'est vraiment faire comprendre que les artistes ne vivent pas de visibilité. Même s'ils en ont besoin, il faut acheter les œuvres parce que c'est les tripes sur la table de l'artiste. Alors, ça te plaît pas, t'as le droit de pas aimer quelque chose. Les gens ont le droit de dire cette œuvre-là ne me plaît pas. Je n'aime pas l'émotion que je ressens. Mais C'est tant mieux. parfaitement légitime. Ça éveille. Et après tout, voilà, déjà il y a une émotion. Dire c'est moche, on est déjà dans du jugement. Et ça me dérange. Dire je n'aime pas, c'est différent de dire c'est moche. Après, je trouve ça moche, c'est autorisé. Tu vois ce que je vois une différence entre les deux. Le c'est moche désigne le résultat, le je trouve ça moche désigne ton émotion. Exactement. Et pour moi, c'est important d'aller chercher ce cœur-là, cette partie de travail, de puissance et d'acharnement qu'ont tous les artistes dans leur façon de travailler. Parce que, en fait, tu la dégages très bien et on entend très bien quand tu parles que tu es passionné de ce que tu fais et que ça vaut le coup d'aller chercher une œuvre de Leslie. J'ai une question que j'ai jamais pensé à poser. Comment est-ce que tu calcules le prix de ton œuvre? J'ai jamais pensé à poser cette question-là, c'est la première fois que je la pose. Parce qu'après tout, toi, tu vends. Donc, comment est-ce que tu calcules le prix de ton œuvre? Alors moi, je devrais pas le faire, mais je fais comme ça. Moi, je calcule mon travail comme un artisan. C'est-à-dire que je fais un cumul de mes heures de création, de conception, de fabrication, de matière, simplement. Et c'est comme ça, quand j'ai une commande avec un budget, que j'évalue tout simplement le prix de l'œuvre. Ok. Alors, si tu travailles comme un artisan, tu devrais aussi dégager une marge. Je suis pas sûr dans ce que j'entends que tu penses à le faire. Alors, j'essaie de dégager une marge, mais alors voilà, tout est relatif. Est-ce qu'on parle d'une marge d'artisan ou est-ce qu'on parle d'une marge d'artiste? Parce que c'est pas la même. Si ton budget est défini, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as une enveloppe de base. Donc, tu vas pas aller te dégager une marge avec des guillemets artistiques, puisque tu vas... En fait, ce qu'on te propose, c'est de rendre un travail artisanal que toi, tu définis comme artistique. Voilà. Mais c'est pour ça, je pense que tu dois t'orienter vers des expos.
Et c'est pour ça que c'est très intéressant, à mon sens, que tu sortes un petit peu. Alors, ce côté artisanal, il faut le garder, hein, parce que ça fait vraiment une qualité à tes œuvres. Et il y a vraiment un truc très particulier dans le travail que tu engages. Mais, à mon sens, tu as aussi besoin d'un pas de côté et de présenter ton travail d'une manière différente, de façon à ce que tu sois plus validé, entre guillemets, en tant qu'artiste qu'en tant Oui. qu'artisan. Oui. De cette façon-là, quand quelqu'un viendra te voir avec un budget en te disant bah écoute, c'est tant, tu dis bah non. Moi, c'est tant. Parce que ça, parce que telle expo, parce que ça, parce que mes pièces se vendent ce prix-là. Tu veux quelque chose à moi, c'est ce prix-là. En dessous, non. Je te fais de l'artisanat. C'est pas une pièce artistique, elle est pas signée, elle est pas ça. Ça reste mon travail, mais c'est pas signé. Mais C'est pour comme ça avoir que ces j'ai- prétentions-là, une ces prétention. prétentions-là, faut être coté. Mais c'est pas une prétention. Pourquoi est-ce que ça serait une prétention? Mais disons que Alors, comme soyons on clairs, c'est pas valorise, demain. Mais c'est pas demain que je vois ça. C'est fais 2, 3, 4 expos, oriente tes collaborations, ton travail va être valorisé par ces collaborations. Ton travail a une valeur en lui-même, elle est déjà définie par les budgets que tu acceptes. oui, je comprends. Mais ton travail, il est signé. Donc tu fournis une œuvre artistique au prix d'une œuvre artisanale. Donc en fait, tu te décotes. À mon sens, tu te décotes. Oui, c'est vrai. La réalité, c'est que si tu mets ces œuvres-là en expo, elles se vendent à un prix probablement 5 fois supérieur à ce que tu le vends toi. Mais c'est justifié Parce par que quoi? ça vient par ta signature et par le fait que c'est une exposition, donc tu as une vente d'œuvres. C'est signé. Une pièce métallique signée, je sais pas honnêtement combien tu vends tes pièces, mais une pièce métallique signée, ça vaut une blinde. C'est ça. On dirait Christella. Mais Christella et moi, on s'entend très bien et je pense que c'est pas pour rien, hein. Oui. Je pense que à ce niveau-là, bon après cette partie-là, tu sais quoi, non, je vais la garder, même dans le podcast, je vais la garder parce que c'est super intéressant. Le fait que les créatifs comme toi rendent un travail artisanal signé, en vérité, imagine que tu prennes une cote, d'accord? Imagine que tu fais 4 expositions, ta cote grimpe, la sculpture de 30 cm, je dis n'importe quoi, tu la vends 100 000 balles, d'accord? Parce que c'est toi, parce que c'est ton nom, ou parce que effectivement, en collaboration avec tel artiste, vous avez réussi à faire telle œuvre et elle vaut tel prix. Tout ce que tu as fait avant signé, ça prend une cote de malade. Et les gens qui possèdent tes œuvres signées maintenant profitent d'un travail Oui. dont tu n'as pas profité. C'est vrai. Après, C'est est-ce que réellement je fais ça pour le profit? Pour l'instant, je crois pas. On est C'est ça mon problème. On n'est pas en train de parler de profit. Si tu faisais ça pour faire des profits, tu aurais eu cette réflexion-là il y a longtemps. On est J'aurais fait de la série. J'aurais fait de la série. exactement, et pas des œuvres uniques. En vérité, tu pourrais faire des séries, tu pourrais calibrer les tailles de tes œuvres pour vendre telle œuvre à tel prix, telle œuvre à tel prix, telle œuvre à tel prix en fonction de sa taille. En réalité, tu choisis de faire un marché de pièces unique qui rend ton travail encore plus intéressant et encore plus valorisé. Va faire des expos. Prépare quelques pièces pour l'amour de l'art avec des grands guillemets, à une taille acceptable pour pouvoir la vendre et la déplacer, parce que ça pèse 1 tonne le métal. Ah, pas toujours. On peut aussi s'orienter sur de l'aluminium. Ça fait le job aussi. Hein. Oui, par exemple, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les pièces en acier. Mais ok, allons-y pour de l'alu. Après tout, c'est pas moi, c'est pas moi qui vais acheter pour l'instant. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Ah, Du coup, je me suis spécialisée en fait et que j'ai changé mon activité il y a 2 ans de la métallerie traditionnelle à de l'œuvre d'art. En fait, j'ai dû réadapter pour pouvoir faire quelque chose toute seule. Vu que je n'ai plus d'employés comme avant qui soudaient, vu que je me suis retrouvée toute seule, il a fallu que je réadapte mon activité en fait pour pouvoir la faire toute seule.
Ok, ok, ok. Et du coup, tu t'es équipé, tu as acheté des machines, les découpes laser, c'est à toi. J'ai vu que tu avais un grand atelier sur ton book, là, Alors sur ça, ton portfolio. c'était avant. D'accord. Et maintenant, tu travailles. Maintenant, toutes ces parties-là, je les sous-traite. Ah ouais, donc le coût des œuvres a pris une balle, en fait. Non. Non? Tu arrives à garder un coût abordable? Ben, c'est assez. Quand je calcule les charges que me coûtaient mes employés et que je calcule ce que je paye le compagnon qui me les soude quand il y a besoin de les souder, c'est kiff-kiff. D'accord. Ok. Bah tant mieux. On avait cette discussion avant la pause sur le coût des œuvres et le marché des œuvres, hein. Et du coup, oui, je vais, on va conclure là, je pense, parce que j'imagine que tu dois avoir des trucs à préparer. Je voudrais. Ça va, moi, j'ai jusqu'à midi moins 10, ça. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Du coup, j'ai quelques questions. Je voudrais que tu me parles d'un artiste qui t'inspire particulièrement. N'importe lequel, la poésie des œuvres ou la manière dont dont ça t'a permis toi de changer quelque chose. Alors oui, il y a Monsieur White, c'est un Américain qui crée des fées tout en fil de fer. Ah punaise, j'ai vu ça, c'est magnifique. Voilà. Ah, c'est Lui. splendide. Ça fait qu'il tourne avec les pissenlits là, c'est à tomber par terre. Voilà. Voilà. Ah ouais, et lui, je veux l'interviewer. Je lui ai laissé 3-4 messages sur LinkedIn. Lui, je veux lui causer. Pas Il est LinkedIn, fab- mais sur Instagram. Jamais il m'a répondu Ouais. pour l'instant, mais c'est pas grave, j'insiste. Je vais finir par le choper. C'est magnifique ce qu'il fait. Il est fabuleux et surtout ce que j'aime chez lui, ce qui est très rare chez les artistes, c'est qu'il fait carrément des tutos pour pouvoir fabriquer les mêmes. Et c'est Ah, tellement pas- rare. Il a des dizaines de tutos où il montre pas à pas la fabrication, mais alors en plus filmé vraiment, mais comme du tuto professionnel, qui permet de reproduire à l'identique ce que lui fait. Ah punaise, je vais aller regarder ça. Alors là, ouais, au top. Et t'as raison, c'est super rare la plupart du temps, pour des raisons bien compréhensibles, hein. Les artistes ont tendance à garder un peu les secrets de fabrication, à essayer d'en garder sous le pied pour pas se faire piquer les idées ou que leur méthode reste originale. Mais effectivement, lui, ce qu'il fait, c'est des matériaux qui restent relativement accessibles. Et ah ouais, Bien sûr. et puis il a une imagination de fou. J'adore ce qu'il fait. Ah mais c'est juste sublimissime ce qu'il fait. C'est magnifique. Et franchement, j'avoue que mais bon, moi, c'est pas des faits, mais tous ces anges et tout ce que je fais qui peut avoir des ailes, à chaque fois, je pense à lui parce que quelque part, il y a une relation. Il y a une relation de personnages ailés, de métal, il y a une relation avec lui. Voilà. Oui, et oui, clairement. Puis, il y a plus dégueulasse pour s'inspirer que ce mec-là. Je te le cache pas, hein. Ouais. Ouais, c'est du haut niveau. Et c'est super poétique en plus. Enfin, j'adore. Ah oui. Et c'est peut-être ça qui t'avait donné envie de faire des sculptures en mouvement. Alors non, parce que je l'ai découvert après. Ah, d'accord, parce que ça fait avec les pissenlits, elle tourne en plus. Ouais, mais je l'ai découvert après Ayana. Et c'est ce qui a fait la prochaine collab que je suis en train de mettre en place donc avec une artiste. J'ai déjà posté, j'ai déjà fait un petit teasing sur cette collab et je l'ai créée en fait pour cette artiste parce que son univers était très végétal et du coup c'est une fée avec que des ailes végétales. C'est elle qui fait des végétaux stabilisés? Non, c'est une peintre. En fait, le but là, c'est je crée la sculpture et elle la peint. Oh, j'ai hâte de voir ça. J'ai Et oui, vraiment moi hâte de voir aussi. ça. Moi aussi. Ok. Voilà, et j'imagine tout à fait quelque chose de similaire, je te disais, donc avec Disabo par exemple. Ok, bah, je vais aller regarder aussi ce que fait Disabo et je vais ajouter tous ces gens-là dans la liste dans la description du podcast, tous les comptes de ces gens-là qui sont ceux qu'on cite pendant le podcast. Écoute, là j'ai vraiment fait le tour, j'ai adoré notre conversation, j'ai passé un super bon moment. Moi Et aussi, je te remercie. j'ai hâte qu'on recommence. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a par exemple une question que tu aurais voulu que je te pose, que j'ai oublié, ou est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rajouter? Hormis le fait que il est temps que le marché de l'immobilier reprenne parce que c'est un peu calme pour moi en ce moment. Je suis 100% d'accord.
Voilà, et qu'effectivement, je fourmille d'idées, que j'ai envie vraiment de les mettre en place et tout ce que je veux, c'est créer pour les gens. Je vois rien d'autre. Ok, bah écoute, on va en rester là. Je te souhaite une très très bonne fin de journée. Je vais couper l'enregistrement ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!